Nice. Bon, l'Espagne. Je voulais qu'on commence par l'Espagne, parce que ces images sont sidérantes. Ce roi d'Espagne, c'est Marie-Antoinette et là, ce que j'ai vu. C'est complètement ça. Non, c'est absolument pas ça. Ouais, je suis d'accord. C'est le contraire. C'est le contraire. La foule est en colère, rage. Il n'y a pas de fuite. Le roi et la reine sont d'une grande dignité. Ils ne reculent. On va voir les images là pendant que vous parlez. Ils ne se servent même pas. Ils refusent qu'on les protège avec des boucliers. Ils avancent dans la foule. Ils vont au contact. Ils parlent. Ils écoutent. Ils restent 1 heure sur place. On voit peu à peu la haine, la rage qui tombe. Ils prennent les gens dans leurs bras. On voit une larme sur le visage de Laetitia. Et en fait, ce que l'on réalise, c'est que le Premier ministre, Pedro Sanchez, et le président de la région se sont tous les deux enfuis sous les coups, ce bain de foule a tourné à un bain de boue pour les deux responsables politiques, mais le roi et la reine, au contraire, ont montré dans cette épreuve une grande... Vous avez raison. Vous m'avez complètement convaincu. Alors, j'ai lu ce matin un livre que j'ai sur ma table depuis que je suis étudiant, Psychologie des foules de Gustave Le Bon. La foule psychologique est un être provisoire, formé d'éléments hétérogènes, qui pour un instant se sont soudés, absolument comme les cellules qui constituent un corps vivant, forment par leur réunion un être nouveau, manifestant des caractères fort différents de ceux que chacune des cellules possède. C'est extraordinaire. Des milliers d'individus séparés peuvent, à certains moments, sous l'influence de certaines émotions violentes, un grand événement national, par exemple, acquérir les caractères d'une foule psychologique. Alors, vous ajoutez les réseaux sociaux à ça. Là, c'est pas ça, là, c'est pas les réseaux sociaux. Alors, voyons le sujet. C'est des gens qui ont tout perdu. La fusion a Oui, mais objectivement, le roi n'est pas responsable. Non. Non, le roi, en plus, a été le premier à manifester de la sympathie pour les habitants. Et vraiment, la réalité, c'est quand l'Espagne est dans une crise politique extrêmement grave, qui dure depuis 6 ans, avec un pouvoir qui n'a pas de majorité au Parlement, qui tient uniquement grâce au chantage de toutes les régions. Et vous avez une crise politique donc larvée, une haine invraisemblable entre la droite et la gauche, avec la recherche permanente de boucs émissaires. Et 93% des Espagnols, l'an dernier, considéraient que le plus grand problème de l'Espagne, c'était sa classe politique. 93%. Oui, alors si on posait des questions aux Français, je pense que on dirait la même chose. On regarde le sujet d'Alice Sommerer. Tu crois pas? Non. C'est sous les jets de boue et les huées qu'est arrivé le Premier ministre espagnol sur les lieux sinistrés. Il a rejoint le roi et la reine également en déplacement dans le sud du pays. Une visite qui aura duré moins de 4 heures pour le couple royal. Protégé par la police, le roi a pu échanger avec les habitants furieux. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. C'était connu et personne n'a rien fait pour empêcher cela. Personne. Une situation pesante également pour la reine qui n'a pas su contenir son émotion et que l'on voit sur ces images embrassant une femme en larmes. Devant la montée générale de la colère, le cortège royal a dû écourter son déplacement. Une colère entendue par le roi d'Espagne. Nous devons comprendre la colère et la frustration de nombreuses personnes. Parce qu'elles ont vécu des moments très difficiles, parce qu'elles ont eu du mal à comprendre le fonctionnement de tous les mécanismes et à faire face à la situation d'urgence. Ces violences ont été condamnées par le Premier ministre Pedro Sanchez, qui a lui aussi très vite évacué les lieux conspués par la foule. Le couple royal et le gouvernement sont accusés de lenteur lors des opérations de prévention. Ce week-end, les secours ont concentré leurs efforts sur les sous-sols de ces centres commerciaux, à la recherche des corps des disparus. Et vous l'avez dit, Vincent Hervouet, Pedro Sanchez lui a fait un aller-retour et il a dit... C'est vrai que même la vitre arrière de sa voiture blindée, pourtant, a été défoncée. Ça dit la violence. Oui, on voit là. La scène. Hein, les gens sont en rage parce qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes. C'est aussi ça le truc. C'est-à-dire que le gouvernement explique qu'on double les effectifs de l'armée, qu'on envoie la garde civile et la police. En réalité, il ne se passe rien. Les gens sont seuls. Il y a un extraordinaire élan de solidarité entre voisins, avec les pelles, les balais, etc. Dans toute l'Espagne. Mais il n'y a absolument pas le secours de l'État. Les routes restent coupées, l'électricité reste coupée, les téléphones ne marchent pas, etc. Oui, mais c'est une sorte de fatalité qui arrive quand il y a une catastrophe nationale. Non, mais quand vous êtes le Bangladesh... Naturelle, je veux dire. Quand vous êtes le Bangladesh, qui a la mousson et qu'à marée haute, tout est submergé, on comprend. Mais quand vous êtes dans une des régions les plus riches d'Espagne... Vous n'arrivez pas à comprendre, d'autant que, heureusement, pardonnez-moi, en 1957, il y a eu 1000 morts. Avec, c'est le franquisme à l'époque. Franco a fait construire un barrage, une immense dérivation avec un canal géant qui contourne Valence. Et donc, on a évité ça.
Mais on n'arrive pas à comprendre deux choses. Un, que la météo se soit plantée à ce point, parce qu'ils se sont trompés. Ils sont trompés doublement sur la gravité de la menace et sur l'évaluation. Ce qui est très curieux, ils pensaient qu'il y aurait 3 fois moins de pluie, 3 fois moins d'eau. Ah oui, mais... Et c'est très bizarre. Ah oui, mais c'est très bizarre. C'est visible à ce point. Bon, Philippe Guibert. Non, mais Philippe Guibert. quand il y a 2 mètres d'eau dans des villages, dans des villes, quel que soit le pays, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou au Bangladesh, t'es débordé, on est débordé. On ne peut pas reprocher aux autorités de ne pas avoir un dispositif pour 2 mètres d'eau dans une ville. Parce que 2 mètres d'eau dans une ville, c'est une catastrophe. Nathan Devers. Bien sûr, on ne peut pas juger une foule qui est dans une telle, c'est même pas tristesse, désolation, après cette catastrophe naturelle qui est terrible et qui en effet révèle un problème de service public en Espagne et de services d'urgence, etc. Mais moi, il y a quelque chose qui m'interpelle énormément dans cette colère qui est dirigée sur le couple royal, qui n'est absolument pas responsable de la situation. Et vous parliez de la psychologie des foules. Il y a quelque chose que j'ai jamais compris dans la monarchie espagnole, c'est parfois la colère folle que les rois d'Espagne peuvent susciter contre eux, de manière parfois, je trouve, un peu exagérée. J'aimerais donner un exemple qui est tellement criant. Le père de Felipe VI, donc le Juan Carlos. C'est l'inventeur de la démocratie espagnole. Bien sûr. Sans lui, l'Espagne serait sans doute restée dans le franquisme où ça aurait été une catastrophe. Il a ensuite évidemment eu des affaires qui sont graves, de corruption, cette histoire de safari, etc. Mais aujourd'hui, il est considéré comme une sorte de paria, comme une sorte de bouc émissaire. Et il y a quelque chose là qui doit aussi nous faire réfléchir sur une forme de relativisme moral. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des portables, c'est Guillaume Durand. C'est votre portable qui sonne. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. L'autre sujet évidemment du jour, c'est, on parlera dans une seconde bien sûr de ce qui se passe aux États-Unis, mais c'est un nouveau drame qui touche le club de rugby. Ça n'a aucun intérêt. Vous êtes qui, Rodi? C'est après-demain. La vraie question, c'est qu'est-ce que ça change pour l'Europe? Hier, j'ai tout lu. Je me suis amusé à lire toute la presse. Courage, courage. Toute la presse, évidemment. Trump, c'est le méchant et Harris, c'est le gentil. Bon. Et j'ai trouvé que le plus intéressant, c'était peut-être le papier de Pierre Lelouch dans le journal du dimanche, qui dit au fond, ça ne changera pas grand-chose pour l'Europe. Oui, évidemment. Et j'ai trouvé qu'en tout cas, les arguments qu'il avançait étaient intéressants. Il est très juste, souvent. Bon. Toujours même. Un nouveau drame donc touche le club de rugby le RC Romanais Péageois, où était inscrit le jeune Thomas, tué le 18 novembre 2023, c'était il y a un an. Cette fois-ci, c'est Nicolas D, autre membre de ce club, âgé de 22 ans. Je pense à chaque fois à vous, Philippe Guibert, parce que vous m'aviez expliqué il y a un an que on pouvait être à l'abri en France. Vous voulez que je égrène tout ce qui s'est passé ce week-end à Rennes, à Poitiers, à Crépol? En fait, c'est partout. Dès que vous sortez, vous pouvez prendre une balle. C'est ça la réalité aujourd'hui. J'essayais juste de dire qu'il y a des endroits plus risqués que d'autres. Ben non, il n'y en a plus aujourd'hui. Ah si, quand même. Ben, lesquels? Les personnes de Paris, oui, effectivement, on risque moins que... Il y a des territoires qui sont moins touchés par la violence et la criminalité. Bah non, justement, c'est ce qu'on vous explique. Le stats de coups et blessures volontaires pour 1000 habitants. Oui. Jérôme Fourquet a fait tout un truc là-dessus. Vous voyez qu'il y a des différences entre départements, entre villes. Bah aujourd'hui, quand ça se passe à Rennes, je le répète, à Poitiers, à Crépol, beaucoup moins dans les banlieues parisiennes. L'ensemble monte, l'ensemble de la violence sur l'ensemble du territoire monte. Mais après, il y a des inégalités entre territoires. Ça ne m'a pas échappé. Ce que je vous propose, d'abord, je pouvais égrener. Et effectivement, il y a par exemple 2 voitures d'éducateurs du club de foot de Colomiers incendiées devant leur domicile, des véhicules, des bus incendiés à Rieux-le-Pape. Tout ça, c'est quasiment les dernières heures. Et puis, vous entendez hausse des homicides en France de plus 4% l'année dernière, plus 11% de tentatives de meurtre depuis le début de l'année dans le pays. 11%. Donc, effectivement, ce sont des constats. Et je vous propose de voir comment 50% des hausses des tentatives de meurtre, d'homicide depuis 8 ans. C'est une progression invraisemblable. Mais parce qu'il faut tout changer. Par exemple, quelqu'un qui a une Kalachnikov chez lui, vous pouvez considérer qu'il ne doit pas l'avoir, a priori, vous n'avez pas de Kalachnikov. Ben, peut-être que quand vous prenez une Kalachnikov chez quelqu'un, la peine encourue peut être tellement dissuasive que la prochaine fois, il ne prendra pas une Kalachnikov chez lui. Peut-être. Ça se tente. Ça se tente, comme dit l'autre. Alors, voyons le sujet de Sarah Warny. Kalachnikov chez soi, oui, effectivement, on peut aller en prison. Oui. Mais plus qu'en prison. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Plus qu'en prison. C'est ça, en fait, de changer de logiciel.
Voyez le sujet de Sarah Warni. C'est dans cette commune de Saint-Péret, devant la discothèque Seven, que le jeune Nicolas, 22 ans, a été touché à la tête lors d'une fusillade. Un drame qui choque les habitants de cette commune, décrite comme tranquille. J'ai un peu peur que des informations qu'on entend généralement au niveau national ou international ça se passe dans notre village. C'est un coin tranquille, hein. On n'est pas trop à plaindre ici, il n'y a jamais trop de problèmes, quoi. C'est plus sur Valence où on entend plus souvent des choses arriver, quoi. Si ça touche des petites villes comme ça, où c'est que ça va s'arrêter? Pour le maire de cette commune, c'est l'incompréhension. On est sur des lieux où, comme je le disais à l'instant, on est sur des lieux d'amusement, de fête, et puis là apprendre qu'il y a des coups de feu, qu'il y a des blessés, que potentiellement des personnes sont vraiment en difficulté, et malheureusement le décès de Nicolas est survenu, on se dit que c'est incroyable, incroyable. Comme Thomas, tué il y a près d'un an à Crépol, Nicolas était membre du rugby club romanais péageois depuis l'âge de 6 ans. L'horreur a donc frappé une nouvelle fois ce club. La douleur pour nous, elle est immense, pour tous les dirigeants du club, pour tous ces éducateurs qui l'ont suivi. Et puis c'était surtout quelqu'un un ami fidèle et puis quelqu'un de fidèle au club. Une cellule psychologique devrait être mise en place au début de semaine à Romans-sur-Isère pour prendre en charge les personnes sous le choc. Il y a Grégory Sampineau qui est le cousin de ce jeune homme qui a écrit au président de la République: Monsieur le président de la République, Monsieur Emmanuel Macron, c'est avec une douleur indicible que je m'adresse à vous aujourd'hui. Nicolas, mon petit cousin, n'est plus. Il a été fauché dans la fleur de l'âge, la tête arrachée par une balle perdue alors qu'il ne faisait que sortir s'amuser avec des amis. Un drame de trop, Monsieur le président, un drame parmi tant d'autres qui endeuillent notre pays. Combien de jeunes vies innocentes faudra-t-il encore pleurer pour que vous ne décidiez d'agir? Et je voulais vous faire écouter quelque chose qu'on ne peut plus entendre. C'est Elisabeth Borne l'année dernière. Parce que vous parliez de la défiance des politiques, mais ce que vous allez entendre nourrit la défiance du politique. Écoutez Madame Borne. C'est un drame qui a touché et ému la France. C'est une démonstration de violence extrêmement choquante. Toute la lumière devra être faite. 9 personnes ont déjà été interpellées et mises en examen. J'ai toute confiance dans les enquêteurs et les magistrats. C'est grâce à eux et à eux seuls que la justice passera. Certains individus violents rendent impossible le quotidien de nos quartiers, de nos villes et de nos villages. C'est inacceptable. Je veux le dire aux parents de Thomas, le dire à tous les Français. Avec mon gouvernement, nous serons intraitables. Voilà, cette phrase-là, avec nos gouvernements, mon gouvernement, nous serons, on ne peut plus l'entendre. Parce qu'en fait, c'est faux. Ils sont traitables, si j'ose dire. Ils ne changent rien. Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est concret. C'est-à-dire que tous ceux qui possèdent des armes en France, tu condamnes. Oui, bien sûr. Ben oui, mais vous dites bien sûr. Mais rien ne change. Donc je peux vous faire la liste de ce qui s'est passé ces dernières semaines. Un enfant de 5 ans, touché par 2 balles dans la tête. Ouais. Dans la nuit de jeudi à vendredi, fusillade à Rennes. À Poitiers, un adolescent de 15 ans, tué. Nicolas rugbyman, 22 ans, on en parle. Dans la nuit de jeudi à vendredi à Castres, un jeune homme de 21 ans, tabassé, poignardé à la sortie d'une boîte de nuit. C'est partout. Ouais. Ouais. Elisabeth Lévy. Je pense qu'il faut faire attention, si vous voulez, aux solutions. Alors, on va enfermer, un jour, on nous dit qu'on va enfermer tous les fumeurs de joint. Oui. Le lendemain. Mais oui, il faut enfermer, mais je vous confirme. Peut-être qu'il faut le faire, mais on va pas. Attendez, pardon. Je vais au bout d'un raisonnement, si vous tous les fumeurs de joint, donc il faut qu'on se déplace. Peut-être qu'il faut le faire, mais on va pas le faire. De la même façon, symétriquement, il y a des gens qui vous disent la légalisation, c'est merveilleux, ça va faire disparaître le trafic. C'est absurde aussi. Donc, on est parti, je pense, pour une guerre vraiment. Oui, parce que vous ne voulez pas mettre de solution en place. Mais il y a une chose qui me semble claire. J'en ai assez qu'on ne voit jamais, si vous voulez, qu'une des causes qui nourrit le trafic, le narcotrafic et surtout l'ultra-violence qui va avec. La délinquance. Là, il y a de la musique? Non, c'est pas le téléphone de Guillaume Durand, là. C'est pas de la musique, c'est le carillon de repas historique.